Bonjour et bienvenue sur la Poticast. Je m'appelle Bastien Delattre et dans ce podcast, je vous propose de m'accompagner et de partir à l'exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales en allant à la rencontre d'historiens et de professionnels de santé passionnés pour qu'ils partagent avec nous leurs connaissances et le fruit de leurs recherches. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une excellente écoute. Hors série, bilan de la saison 1 des Foires aux questions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit hors-série hivernal de la Poticast. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast, je vous suggère de commencer par un autre épisode, car celui-ci sera plutôt introspectif et n'aura d'intérêt que si vous connaissez déjà un peu le podcast. L'année 2023 se termine et avec elle s'achève également la première année de la Poticast. Alors pour l'occasion, je reviens rapidement sur cette première année podcastique et dans la deuxième partie de ce hors-série, je réponds également à quelques questions reçues sur Instagram autour du podcast, de sa genèse, etc. etc. Pour cette FAQ, j'ai eu l'honneur de recevoir Tanguy Leroux à mon micro. Rendez-vous dans quelques minutes pour faire sa connaissance. Avant de me lancer dans cette aventure qu'est la Poticast, je savais que ça allait être un travail de longue haleine et très vite ça s'est confirmé. Déjà, il faut trouver du temps à y consacrer. Alors, entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, c'est globalement quelques heures nocturnes qu'il me reste pour m'occuper de tout ça. Et puis, il faut trouver des sujets, des invités, préparer les épisodes, les enregistrer, les monter, en faire la promotion, etc., etc. Donc, j'avoue, j'éprouve une certaine fierté pour avoir tenu le rythme de cette première année et pour vous avoir proposé 12 épisodes qui, personnellement, m'ont tous énormément plu et j'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à les écouter que j'en ai eu à les produire. 12 épisodes, ce qui veut dire 12 invités passionnantes et passionnants. C'est vraiment une chance de pouvoir m'entretenir avec des intervenants de cette qualité et j'en profite pour une nouvelle fois toutes et tous les remercier pour leur confiance et le temps qu'ils m'ont accordé. Ce que je vous propose à travers les épisodes de la Poticast, c'est une forme de vulgarisation des sujets de recherche de mes invités et on est donc obligé de faire des choix dans les sujets et souvent même de rester assez superficiel. Donc vraiment, si un sujet vous intéresse, allez plus loin, lisez leurs ouvrages, leurs articles. C'est la meilleure façon d'en apprendre beaucoup plus sur les thématiques abordées dans le podcast. Ils et elles sont d'ailleurs plusieurs à être très actifs sur les réseaux sociaux, où ils font également de la médiation historique et scientifique autour de leur thématique d'expertise. Je pense par exemple à Zoé Dubus, à Charline Beu, à Victoria Afanassieva, à Juliette Caz évidemment avec le Bizarreum. N'hésitez pas à suivre leur compte sur les réseaux sociaux. En général, je vous mets tous les liens nécessaires sur le site internet, à poticast.fr, ou en description des épisodes. Une chose que je n'avais pas du tout anticipée en lançant le podcast, c'est le fait que j'allais débarquer dans un petit écosystème de vulgarisateurs, de créateurs de contenu, avec qui je tisse des liens au fil du temps, et c'est vraiment une superbe expérience. Il y a quelques projets en commun qui sont déjà nés en 2023, grâce à ces interactions, et je suis sûr qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Ce ne sont pas du tout les idées qui manquent, mais plutôt le temps. Par exemple, si je regarde un peu dans le rétroviseur, vous avez pu découvrir Guillaume Diana dans le podcast, alias le prof de latin-grec sur les réseaux. Guillaume anime le podcast par le petit bout du mythe, avec qui nous avons aligné nos lignes éditoriales en octobre dernier. Il est venu faire une petite chronique sur le panthéon sanitaire gréco-romain dans l'épisode consacré à la médecine à l'époque de l'Empire romain. Et de son côté, il a diffusé un épisode dédié à Asclépios, le dieu de la médecine, dans son podcast. Autre exemple, si vous suivez les réseaux sociaux de la Poticast, vous avez sans doute vu passer un strip, une petite bande dessinée, en lien avec les épisodes sur les établissements de tempérance, qui est le fruit d'une collaboration avec l'illustrateur Vrob, ce qui permet de donner une autre dimension à l'épisode du podcast en jouant la carte de l'humour. Un dernier point, avant de vous laisser avec la foire aux questions, j'ai eu une question me demandant ce que j'écoutais comme autre podcast. Alors celle-ci, je l'ai sortie de la FAQ pour y répondre un peu différemment. Déjà parce que j'avais envie de vous parler de 3 podcasts qui m'ont vraiment inspiré quand j'ai commencé à travailler sur la création de la Poticast. Et si vous aimez l'histoire d'une manière générale, ce sont de vrais conseils d'écoute. Le premier, c'est Nota Bene, qui est principalement connu pour sa chaîne YouTube,
Mais le format que, de mon côté, je préfère, ce sont les entretiens qu'il mène avec des historiens et d'autres professionnels sur des sujets très variés. Ce sont des entretiens longs, qui durent parfois près de 2 heures, qu'il fait en direct sur la plateforme Twitch, puis qu'il diffuse en podcast et sur YouTube. C'est vraiment une de mes références principales, c'est passionnant. L'autre grande source d'inspiration, ce sont les entretiens menés par Fanny Cohen-Moreau dans ses 3 podcasts, Passion médiéviste, Passion moderniste et Passion antiquité. 3 podcasts pour 3 périodes de l'histoire. Et il y a déjà plus d'une centaine d'épisodes qui sont là aussi des entretiens avec des historiens ou de futurs historiens en lien avec leur sujet de thèse ou de mémoire. C'est passionnant une nouvelle fois. Et d'ailleurs, un des derniers épisodes diffusés s'intéresse aux hôpitaux au Moyen Âge. Donc il faut vraiment aller écouter ça si vous ne connaissez pas. Le dernier podcast que j'écoute depuis un moment déjà, qui m'a accompagné lors de la création de la podcast, c'est Paroles d'histoire d'André Loez. Une nouvelle fois, on est sur un format d'entretien d'historiens et d'historiennes en lien avec leur récente sortie d'ouvrage. Alors là, il y a plus de 300 épisodes qui ont été diffusés, donc il y a vraiment de quoi vous occuper quelques temps si vous ne connaissez pas le travail d'André Loez. Et puis, d'autres recommandations issues de mes écoutes fréquentes. Alors, je m'arrête à la thématique historique parce que si je vais au-delà, je vais vous parler de podcast pendant 3 heures. Mais par exemple, vous avez Taki en histoire de Stéphane Genet qui s'attaque au programme d'histoire du collège et du lycée et qui propose un super format pour étudier un événement historique en 10 à 20 minutes. Vous avez également la piqûre de rappel avec l'équipe d'Hervé Guillemin, professeur à Le Mans Université et qui dirige Dicopolis, le dictionnaire politique d'histoire de la santé. Donc là, dans ce podcast, on est en plein dans l'histoire de la santé. Donc a priori, si vous appréciez la podcast, allez écouter tout de suite la piqûre de rappel. Vous retrouverez des thématiques, des sujets qui vont vous passionner. Encore une reco, Caput Mundi, dans lequel Jérémy Boulogne s'attaque à l'histoire de Rome. Alors là, on est plutôt sur un format assez narratif, mais très immersif et très passionnant pour découvrir l'histoire de Rome sur plusieurs siècles. Et puis un petit dernier que j'ai découvert vraiment il y a quelques jours. Alors là, je vous embarque à la préhistoire avec le podcast Préhistorique, qui est le podcast de Préhistory Travel, dans lequel Alexia et Mathilde débunkent les idées préconçues que l'on peut avoir sur la préhistoire. Et là aussi, le format est excellent pour en apprendre beaucoup plus sur l'histoire de l'être humain, sur Homo sapiens et sur ses cousins plus ou moins éloignés. Voilà, j'espère vous faire découvrir certains podcasts. Il y a là des dizaines d'heures d'écoute passionnantes. Et c'est évidemment une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir. Et bien évidemment, également en dehors de l'histoire. Alors pour la deuxième partie de cet épisode hors série, j'avais proposé il y a quelques semaines de faire une FAQ sur Instagram, qui est le réseau social que j'utilise le plus, sur lequel je suis le plus actif. J'ai donc reçu quelques questions autour du podcast, mais je n'avais pas envie de rester seul et de m'auto-questionner. Alors je me suis dit que ça pourrait être sympa d'inviter quelqu'un au micro de la podcast qui, une fois n'est pas coutume, ne travaille pas spécifiquement sur des sujets historiques, mais avec qui j'ai pas mal de points en commun et en plus que j'ai la chance de connaître dans la vraie vie. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Tanguy Leroux. Bonjour Tanguy, comment vas-tu? Salut Bastien, ça va très bien, merci et toi? Ouais, merci, ça va bien. Alors Tanguy, tu es pharmacien biologiste, et même si on n'était pas dans la même fac, on a eu l'occasion de se croiser quelques fois, et on a pas mal de connaissances en commun. Moi, j'étais toujours connu comme vidéaste, en parallèle de ton activité pharmaceutique, et même si ça fait quelques années maintenant qu'on n'a pas eu l'occasion de se croiser en vrai, je continuais à te suivre sur YouTube, notamment dans ton activité de vulgarisation scientifique, et du coup, c'est assez naturellement qu'on a repris contact dans l'année quand j'ai lancé la podcast, et je suis ravi que tu aies accepté de m'accompagner dans ce hors-série. Alors du coup, je te laisse prendre les commandes de l'épisode et on revient ensuite un petit peu sur ton activité. Bah du coup, je suis très heureux de participer à ton podcast. En plus, pour cet épisode spécial FAQ, donc foire aux questions. Je crois que cette fois-ci, on inverse un peu les rôles. C'est pas toi qui va poser les questions, mais c'est ton propre invité, donc en l'occurrence moi-même. Aujourd'hui, on va en apprendre un petit peu plus sur toi et sur les dessous de la podcast. Moi, je pense que je te suis depuis tes débuts, depuis ton premier épisode, donc sur la cocaïne, si je me trompe pas. Ouais, avec Zoé Dubus. Et donc, pour rappel, tu proposes un podcast sur l'histoire des sciences médicales et tu publies à peu près un épisode par mois où tu invites chaque fois un expert avec qui tu vas échanger sur une thématique bien précise. Moi, je suis assez fan de ce que tu proposes. C'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est vraiment un concept hyper original. Parler d'histoire de la médecine et de la pharmacie en podcast, étant moi-même pharmacien, comme tu l'as dit.
mais également vidéaste qui fait de la vulgarisation médicale sur YouTube. Ton univers, il m'a tout de suite vraiment parlé dès le début, quoi. D'ailleurs, je me suis largement inspiré d'un de tes épisodes sur le laudanum pour faire une vidéo sur la morphine et les opiacés. Donc dans cet épisode, on va apprendre un petit peu plus sur toi et sur la genèse du podcast. Je vais te poser quelques questions que tes auditeurs t'ont envoyées. Et peut-être que moi aussi, je te poserai quelques questions qui me viennent à l'esprit au fil de notre discussion. Ok. Donc déjà, pour commencer, comment en es-tu venu à t'intéresser à l'histoire de la santé spécifiquement ? Alors, histoire de la santé, initialement, c'était surtout l'histoire de la pharmacie. En fait, moi, je me souviens assez bien des cours qu'on a eu à la fac. Alors, les études ont pas mal changé depuis que on a fait nos études, toi et moi, respectivement. C'était à peu près en même temps. Mais en tout cas, à Nantes, en première année, on avait pas mal de cours en lien avec l'histoire de la pharmacie. Et je me souviens que c'était des cours qui, je trouvais super intéressants, même si malheureusement, c'était une année de concours et du coup, c'était pas forcément l'année la plus, stratégique entre guillemets pour, séduire des étudiants à s'intéresser à l'histoire de leur profession. Bon, c'est un détail, mais c'est vrai que c'était, un peu dommage d'aborder ça en première année en tout cas. On en parle beaucoup moins dans la suite des études. J'ai ce souvenir-là, moi aussi, ça m'a marqué ces cours de l'histoire de la médecine qu'on a eu en première année. Je sais pas si tu as connu la PACES, si tu as fait la première année commune aux études de santé. Non, je l'ai pas connu, je suis passé avant moi. Ah, t'es passé avant? OK, je suis un peu plus jeune que toi. Mais ouais, du coup, nous, ces cours-là, on les faisait en PACES en deuxième semestre et c'était un super prof qui nous faisait ce cours-là d'ailleurs et ça m'a passionné. Mais comme tu dis, c'est vrai que avec ce contexte d'année de concours, c'est sûr qu'on est on a une logique voilà d'apprentissage pour être productif au concours et pour être le plus efficace possible. Mais c'est vrai que moi aussi, à l'époque, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a même fasciné, quoi. Et donc du coup, moi, c'était un peu ma première approche, autour de l'histoire de la pharmacie. Et le vrai déclic, c'est finalement arrivé à la fin de mes études quand il m'a fallu choisir un sujet de thèse. J'avais en fait 2 choix, soit celui qui est assez classique, dans notre cas, essayer de recycler un sujet de stage pour en faire, sa thèse, ou alors de partir sur un sujet très différent qui me trottait un peu en tête. Parce qu'à l'époque, je faisais pas mal de généalogie, c'est ma généalogie personnelle, et c'était pendant les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Du coup, je m'étais intéressé de façon un peu plus spécifique au parcours de mes ancêtres pendant la Première Guerre mondiale pour savoir un peu ce qu'ils avaient fait quand ils ont été mobilisés, comme quasiment tous les hommes en France à l'époque. C'était passionnant de faire ça, sachant qu'en plus c'est assez facile aujourd'hui de le faire et j'invite vraiment tout un chacun de se renseigner sur le parcours de ses ancêtres pendant cette période, puisque quasiment toutes les archives, en tout cas ce qu'on appelle les registres matricules qui permettent de connaître un peu les affectations des soldats pendant la Première Guerre mondiale sont aujourd'hui numérisés. Donc c'est très accessible simplement sur Internet. Et je me suis demandé finalement, alors moi ma famille elle vient pas du tout du milieu de la santé, mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passait pour un étudiant en pharmacie, comme je l'étais à l'époque, quand la guerre a éclaté en 1914. Donc là-dessus, il y a pas mal d'écrits, de travaux qui existent, j'ai pu me renseigner là-dessus. Mais par contre, quand j'ai voulu creuser plus spécifiquement le cas de Nantes, là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu d'informations, parfois quelques petits passages dans des thèses justement de prédécesseurs qui s'étaient intéressés à l'histoire de la pharmacie nantaise, mais une étude spécifique sur la période 14-18 dans le contexte de l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes, qui était le nom de l'école à l'époque, ça n'existait pas. Alors du coup, il y avait très peu d'infos. J'ai quand même proposé le sujet à celui qui est devenu mon directeur de thèse, qui m'a un peu pris pour un ovni, qui m'a demandé si j'avais bien conscience dans quoi je m'embarquais. Et en fait, j'avais pas envie de rentrer le soir et de travailler le week-end sur un sujet qui était lié à mon stage ou à mon travail. Donc j'ai fait ce choix de un peu m'ouvrir l'esprit en partant sur un sujet historique. Et donc ma thèse s'intitule Contribution à l'histoire de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de Nantes, l'école de plein exercice pendant la Première Guerre mondiale. C'était vraiment passionnant. J'ai étudié du coup, on va dire la vie de l'école, tu vois, ce qui s'est passé pour les profs, pour les étudiants pendant 14-18, notamment au moment de la mobilisation, mais également pour ceux qui sont restés à l'école, comment on a réussi à maintenir les cours, comment ils se sont organisés, entraidés avec d'autres formations de la ville de Nantes pour réallouer des salles. Également, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les femmes étudiantes, qui étaient très peu nombreuses à l'époque, ont pris une place très importante quasiment du jour au lendemain, puisque les hommes étant quasiment tous mobilisés, sauf que ceux qui étaient encore trop jeunes ou inaptes, malades, etc. Finalement,
certaines fonctions au sein de la faculté, au sein des étudiants, ont été occupées par des femmes, alors que jusqu'à présent, c'était quand même très rarement le cas. Donc c'était vraiment intéressant d'étudier ça. Et puis, une autre partie de ma thèse a consisté à m'intéresser vraiment à la promotion 1913-1914 et de comprendre en fait à la mobilisation ce qu'ils sont devenus. Donc j'ai retracé le parcours comme ça de près de 40 étudiants et professeurs aussi pendant la mobilisation pour comprendre où est-ce qu'ils ont été affectés, ce qu'ils ont fait pendant la guerre et également ce qu'ils sont devenus après. Donc bien sûr, il y a eu des morts pour la France, des blessés, des prisonniers, des survivants et j'ai même pu retrouver quelques descendants. Donc c'était vraiment passionnant de pouvoir échanger sur des documents, des histoires familiales, sachant que généralement, les descendants m'apportaient des informations sur du coup leurs ancêtres, mais moi également, de par mes recherches, j'ai pu leur apporter des documents ou des informations que eux ne connaissaient même pas en fait sur leurs ancêtres. Donc c'était vraiment voilà une thèse épanouissante par rapport à ça et avec de très belles rencontres. Ouais, t'as dû y passer du temps, j'imagine. Est-ce que t'as eu des difficultés à trouver les archives concernant tous ces étudiants de cette promo? Pour connaître la composition de la promotion en 1914, la chance qu'on a à Nantes, c'est que les archives sont conservées aux archives départementales de Loire-Atlantique. Et donc, il y a tous les registres d'inscription de la fac qui sont, je crois, complets depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une traçabilité assez simple des étudiants qui sont passés par la fac de Nantes. Ça, c'est vraiment un gros plus. Et donc, à partir d'une liste d'étudiants que je me suis constituée, pour laquelle je connaissais le nom, la date de naissance, le lieu de naissance, le lieu d'habitation, etc., etc. Ça m'a permis de consulter après d'autres sources pour alimenter l'histoire de ces personnes. Alors évidemment, du coup, pour les hommes, les registres matricules qui sont riches en informations. Ensuite, j'ai croisé ça avec plusieurs autres bases de données et également de la recherche dans la littérature publiée par ailleurs pour essayer de recroiser des noms et des dates. Et puisqu'en plus de ça, il y en a un certain nombre qui sont donc devenus pharmaciens par la suite, on retrouve quand même assez simplement des informations sur ces personnes, que ce soit dans la presse ancienne ou dans d'autres types d'archives, de fonds d'archives dans lesquels leurs noms sont inscrits. Donc on arrive à reconstituer comme ça une partie de l'histoire, comprendre où est-ce qu'ils ont exercé, et puis parfois retomber sur des descendants comme ça m'est arrivé deux ou trois fois. J'imagine que cette thèse, ça a été un petit peu l'amorce pour créer ensuite l'Apoticast. C'est un peu la genèse de l'Apoticast. Ouais, en fait, c'est vraiment le déclic, c'est la thèse. Suite à la thèse, j'ai été primé par le prix d'histoire de la pharmacie de l'Académie nationale de pharmacie et de la Société d'histoire de la pharmacie. Donc là, j'avais un peu mis le doigt dans l'engrenage. Je me suis notamment rapproché de la Société d'histoire de la pharmacie et de sa revue dans laquelle j'ai continué à faire des publications. En fait, j'ai continué d'avoir une sorte de recherche amateur en histoire de la pharmacie, notamment autour de la pharmacie nantaise et encore plus particulièrement autour des conflits mondiaux. Donc j'ai publié quelques articles, quelques notes. C'est eux qui sont venus vers toi ou c'est toi qui as envoyé ton manuscrit? Non, en fait, j'ai découvert l'association, enfin la Société Savante pendant mes recherches. J'avais pris contact avec eux, je leur avais proposé un manuscrit. En fait, je l'avais proposé pour l'histoire à Thierry Lefebvre, du coup, qui est l'invité dans mon deuxième épisode sur le laudanum de Sydenham, qui dirigeait encore la revue jusqu'à ce mois-ci, la décembre 2023. Il vient de passer la main à quelqu'un d'autre. Mais du coup, donc c'est vraiment ça qui a fait que j'ai poursuivi cette activité et j'avais envie de partager ma passion autour de l'histoire de la pharmacie et plus largement de l'histoire de la santé, hein, puisque quand on s'intéresse à la pharmacie, on s'intéresse en fait à l'histoire de toutes les spécialités médicales. Du coup, je m'étais dit que ça serait intéressant d'essayer de trouver quelque chose pour parler de l'histoire de la santé, au-delà d'articles liés à la Société d'histoire de la pharmacie. Et donc, je m'étais dit que le podcast, ça pouvait être un format intéressant en tant que grand consommateur de podcasts moi-même, pour toucher un public plus large et contribuer d'une certaine manière à faire connaître les travaux en histoire de la santé auprès des professionnels de santé, mais également auprès du grand public. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. J'y connaissais pas grand-chose quand je me suis lancé, mais c'est comme ça du coup que j'ai décidé de lancer la podcast en me formant sur YouTube pour l'aspect un peu technique et en démarrant en janvier 2023 avec un super épisode sur l'histoire de la cocaïne, comme tu l'évoquais, avec Zoé Dubus qui m'avait fait l'honneur d'accepter mon invitation pour ce premier épisode.
J'imagine que tu as dû avoir une phase de conception avant de lancer ton premier épisode. Tu as dû trouver le nom, la podcast, que je trouve vraiment hyper ingénieux. Tu as dû aussi définir le format, la durée, etc., etc. Comment ça s'est passé cette phase-là? Est-ce que ça a été fluide pour toi? Tu savais déjà que tu allais lancer ce podcast de cette façon-là? Ou est-ce que tu as éprouvé des difficultés? J'ai hésité pendant un moment entre 2 formats. Donc le format actuel, le format interview, en étant accompagné, d'experts, hein, d'historiens, en tout cas de personnalités qui ont étudié un sujet en histoire de la santé, ou des formats beaucoup plus courts où, j'aurais tenté de résumer, des thématiques un peu plus précises en peut-être 5 ou 10 minutes pour raconter une histoire brève sur un sujet très précis. Finalement, donc c'est, cette première idée qui l'a emporté, et une fois que j'ai décidé vraiment du format, ça a été assez simple parce qu'encore une fois, en tant que consommateur de podcasts et notamment de podcasts historiques, je me suis inspiré tout simplement des formats qui existaient déjà, avec des choses que j'aime beaucoup et qui sont passionnantes pour, finalement adapter ça au sujet de l'histoire de la santé. Donc c'est comme ça que ça s'est conçu. Ce qui était un peu plus complexe, c'était l'aspect technique, mais avec de bons tutos sur YouTube, on en vient à bout. D'ailleurs, en ce qui concerne l'aspect technique, c'est quoi ton process pour créer ton podcast? J'imagine que d'abord tu dois trouver un sujet, peut-être que tu écris un script, ensuite il faut que tu trouves un invité, il y a toute la partie aussi post-production. Comment tu fais pour créer tes podcasts de A à Z? Le point de départ en général, c'est une thèse ou un article ou un livre qui a été publié, dont je vais prendre connaissance et qui va m'intéresser. Et je vais du coup avoir envie de proposer à son auteur de creuser le sujet avec moi autour d'un épisode. Typiquement, c'est ce qui s'est passé sur, tous les épisodes de la Podcast, hein. Initialement, j'avais des idées de grandes thématiques que j'avais envie d'aborder et ensuite j'ai essayé de trouver du coup des travaux qui ont été publiés en lien avec ces grandes thématiques, puis de contacter leurs auteurs. Donc ça, c'est un peu la genèse d'un épisode, tu vois? Où, on va dire que c'est de la prospection. Ensuite, une fois que la thématique, l'invité est trouvé, là, effectivement, je vais construire un épisode en me basant sur leurs travaux, ce qui va me permettre de construire un fil conducteur pour permettre à l'invité, également, lui, de son côté, de préparer l'épisode sans rentrer non plus dans une sorte de, récitation de questions-réponses. C'est pas du tout l'objectif, hein. L'idée, c'est simplement de structurer un minimum, l'échange qui reste quand même spontané lors de l'enregistrement. Et ensuite, on en vient plutôt à la phase de montage, qui est une partie un peu plus, fastidieuse en toute transparence avec toi parce que clairement c'est un métier et c'est pas le mien. On se rend pas compte qu'il y a du montage quand on écoute tes podcasts. Bah, écoute, ça fait, plaisir. Tout est fluide, tout est nickel, alors qu'en fait, tu passes un peu de temps en post-production. Ouais, ouais, il y a du temps de post-production, pour couper les hésitations, les bruits de bouche et cetera, pour rendre l'audio puisque, bah, sur un podcast, on a que l'audio, hein, il y a pas d'image donc pour rendre l'audio la plus, agréable possible, en trouvant un juste équilibre entre quelque chose qui paraisse naturel et en éliminant au maximum les bruits parasites, les hésitations, les bruits de bouche, comme je l'expliquais, ouais, tout à fait. Et ça peut représenter quelques heures de travail, pour un épisode. D'accord. Et donc pour créer un épisode, tu penses que ça te prend à peu près combien de temps? Parce que là, on voit que tu postes un épisode par mois. Est-ce que tu mets un mois du coup à créer un épisode en entier? Alors c'est pas un mois à temps plein évidemment, hein, mais entre la prospection, l'enregistrement, la préparation avant l'enregistrement et le montage, et la diffusion, la communication également autour de l'épisode, mis bout à bout, ça représente quand même, quelques heures, voire, une petite dizaine d'heures, hein, pour, un épisode. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'impression comme ça quand on écoute un épisode de podcast, mais en réalité, il y a beaucoup de travail derrière, ouais, c'est sûr. C'est comme la vidéo, quoi. On passe beaucoup de temps sur notre ordinateur à faire des retouches, Ouais, à faire de la post-production. ça occupe des soirées. C'est des épisodes en moins sur Netflix à regarder. C'est ça. Mais bon, quand on est passionné, on compte pas. C'est ça. Alors la question suivante, je la trouve vraiment vraiment cool parce que je me la suis aussi posée et je suis vraiment curieux d'avoir ta réponse. C'est comment tu as fait ton générique, en l'occurrence du coup cette fameuse musique, parce que moi, enfin je la trouve super. Étant vidéaste, j'accorde aussi beaucoup d'importance à la musique et à l'habillage sonore pour mes vidéos.
Et je passe beaucoup de temps à essayer de trouver la bonne musique qui va coller avec l'univers de mes vidéos. Et je trouve que la musique de ton générique, en l'occurrence, elle a vraiment cet aspect apothicaire, une atmosphère un peu mystérieuse, historique. Et moi, ça me fait même penser un peu à une musique d'enquête, de détective, et ça représente bien le fait qu'on va éplucher un sujet en détail. Donc voilà, comment as-tu fait cette musique de générique? Ouais, bah, écoute, bah, déjà merci pour ce retour. C'est vraiment un retour que j'ai très régulièrement sur le générique de la Podcast qui est globalement très apprécié et moi aussi je l'aime beaucoup et je m'en lasse pas du tout et j'en suis vraiment content. Et message pour les auditeurs et les auditrices, Tanguy connaît vraiment pas cette histoire-là et c'est très marrant du coup que tu parles d'enquêteur, tu verras pourquoi. Donc en fait, ce générique, bah, tu le sais, hein, quand on fait de l'audiovisuel, en gros, on a 2 choix. Soit on va choisir quelque chose qui est libre de droit parce que, bah, pour des raisons de droit, on peut pas utiliser, n'importe quelle musique. Et là, se différencier, ça peut être plus ou moins compliqué. Soit, bah, il faut avoir les droits de la musique qu'on utilise. Et en l'occurrence, le choix que j'ai fait, c'est pour le coup, c'est la seule chose que j'ai pas fait tout seul dans la podcast, c'est de passer par quelqu'un dont c'est le métier de faire de la musique. Et j'étais tombé sur le travail de quelqu'un qui s'appelle, en tout cas, c'est son pseudonyme sur Internet, il s'appelle Skane Music. J'avais beaucoup aimé les génériques de podcasts qu'il avait proposés dans sa galerie. Et donc, je l'avais contacté pour lui proposer de travailler sur le mien. Et l'idée, c'était en fait que je lui donne des inspirations, des sujets, des thématiques pour que ça lui permette en fait de produire un son, en parallèle. Et de mon côté, les 2 sources d'inspiration que je lui ai envoyées, c'est 2 génériques de séries. C'est celle de Dexter et le générique de Sherlock. Tu vois, quand tu parlais d'enquêteur. Maintenant que tu le dis, ouais, ça paraît évident. Ouais, Donc je lui ai envoyé ces 2 inspirations-là. Il a fait cette proposition qui a été la première proposition qu'il a faite. Il y a eu aucune retouche derrière parce que j'ai trouvé ça vraiment top au premier essai et c'est comme ça que c'est devenu, le générique de la Podcast. Voilà. génial. Alors, question suivante, tu utilises quoi comme matériel? Sans trop spoiler, j'ai été interviewé dans un autre podcast qui est pas encore sorti, où on parle un peu des aspects techniques, donc je vais pas trop rentrer dans les détails volontairement pour laisser un petit peu de matière. Mais globalement, donc, j'enregistre tous mes épisodes, jusqu'à présent en tout cas, à distance. Donc avec une plateforme qu'on utilise à toi et moi en ce moment qui s'appelle Podcastle, qui permet du coup d'enregistrer de l'audio dans une bonne qualité et à distance. Côté micro, de mon côté, j'ai un Shure MV7 qui est un micro qui est assez réputé dans le milieu de l'audiovisuel et qui fonctionne très bien et j'envoie systématiquement un micro à mon invité pour ne pas être tributaire de son propre matériel qui, en général, est assez limité, hein. C'est vrai que quand on fait pas d'audiovisuel, en fait, en termes de micro, on est rarement doté, de quelque chose de qualité à part des éventuellement d'oreillettes de téléphone, mais ça peut vraiment impacter, en fait, le rendu final de l'épisode. Donc j'avais pas envie d'être, contraint avec ça et c'est le meilleur système que j'ai trouvé, en fait, pour me passer de ce problème. Et en l'occurrence, j'envoie un micro de la marque Samson, le modèle Q2U, à mes invités. L'avantage, c'est que tout s'utilise, en fait, simplement en branchant ça sur un PC en USB, donc tout le monde peut l'utiliser. Il y a un de tes auditeurs qui t'a posé la question suivante. À quand un featuring avec Pharmastory? Alors j'avoue que moi, je connaissais pas, je suis allé voir son travail sur YouTube. Donc il décortique l'étymologie de certains termes médicaux. Alors je te remercie de m'avoir fait découvrir. Et c'est vrai que ça ferait une super collaboration. Ouais, c'était rigolo d'avoir reçu cette question parce que j'ai déjà été en contact avec Pharmastory, alors de son vrai nom, Mathieu Guerriot, qui est, professeur à la faculté de pharmacie de l'université de Bourgogne. À quand un feat avec Pharmastory? Bah, je sais pas, pourquoi pas, hein, Mathieu, si tu m'écoutes, on en discute avec plaisir. C'est vrai qu'il fait du contenu donc sur l'étymologie, mais également il a initié une série là sur YouTube, il y a quelques mois autour de l'histoire de la pharmacie à travers une icône de la pop culture, disons, qui est, Harry Potter. Il avait fait un épisode sur l'histoire du Bézoard et je sais qu'il a, quelques autres sujets, dans sa sacoche, pour les prochains mois donc une chaîne effectivement à découvrir et puis, bah, à l'occasion, un plaisir de faire une collaboration avec lui. Du coup, ça me permet de rebondir sur la question suivante. Faut-il apprendre les langues anciennes pour réussir en sciences, d'après toi? Ouais, alors ça, je sais qui a posé la question, c'est Guillaume Diana, que vous avez pu aussi entendre dans la podcast, dans un épisode, vous l'avez fait une petite chronique. Faut-il apprendre les langues anciennes pour réussir en sciences? Je pense pas. En tout cas,
tous les médecins, tous les pharmaciens, tous les dentistes, sages-femmes, etc., à mon avis, ne parlent pas le latin ni le grec. Néanmoins, ça peut quand même être, aidant pendant les études. Je me rappelle qu'on avait aussi des cours d'étymologie, où on se rend vite compte qu'apprendre certaines racines, certains préfixes, suffixes, grecs ou latins, ça peut être, très aidant pour, mieux comprendre certains cours, notamment quand on parle de traitement ou de pathologie. On peut comprendre certains termes sans l'avoir déjà rencontré grâce à l'étymologie. Donc ça peut être un petit bonus si on a fait, du grec ou du latin, au cours de sa scolarité, mais c'est loin d'être nécessaire, ça se rattrape largement, quoi, hein. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai pas eu l'occasion de faire de latin ou de grec, et je pense que ça s'apprend un petit peu sur le tas, au cours des études. Ouais, exactement. Comment t'envisages la suite pour l'avenir? Quels sont, tes projets, à venir? Alors, déjà, si j'arrive à faire une deuxième année au même rythme que la première qui vient de s'écouler, ce sera, une grande victoire, hein, parce que c'est pas simple, hein, de tenir, un podcast, avec un rythme mensuel, en parallèle de sa vie, pro et perso. C'est déjà un challenge en soi. Et puis oui, des projets, alors pour la podcast, j'ai des idées de formats un peu différents que j'aimerais développer. Pourquoi pas un format un peu plus documentaire? Alors j'ai des idées en tête de sujets que je garde pour moi pour le moment, mais, c'est quelque chose que j'aimerais développer. Et puis sur le plan un peu plus de ma recherche amateur, une histoire de la pharmacie que j'évoquais un peu plus tôt dans cette conversation, j'ai également quelques sujets de recherche en cours. Donc j'avance, sur un article ou 2 en lien avec ça, voilà, qui seront peut-être publiés à l'avenir. Et est-ce que tu sais, quel public tu touches? Est-ce que c'est plutôt, des professionnels de santé, des pharmaciens, des médecins, ou plutôt un public, plus large? Est-ce que tu connais la tranche d'âge aussi, du public que tu touches? Est-ce que tu as pu faire peut-être un sondage auprès de ta communauté, pour avoir ce genre d'informations? Ouais, c'est une question intéressante. J'ai pas fait de sondage, donc après les quelques tendances que j'ai en tête, ça dépend un peu des réseaux sociaux et comme tu le sais également, en fonction des réseaux sociaux, c'est pas les mêmes catégories de personnes qui nous suivent, hein. Globalement, entre Facebook et Instagram, par exemple, la moyenne d'âge est pas la même. Ouais, exactement. Donc c'est compliqué d'avoir une vue un peu transversale. Le sentiment que j'en ai, c'est que globalement, il y a quand même un cœur d'écoute qui est issu de mon 1er réseau, donc c'est-à-dire plutôt des professionnels de santé, des pharmaciens, en tête. Mais néanmoins, j'ai quand même le sentiment d'être de plus en plus suivi par, le milieu académique, issu des sciences, humaines et sociales. Et puis également des curieux qui, passant une tête, à l'occasion dans le podcast, sont restés des auditeurs fidèles. Ça, je m'en suis aussi rendu compte. Donc, voilà, compliqué de savoir comment se compose, ce public, mais, j'ai le sentiment que, c'est pas réservé qu'à des professionnels de santé et j'essaye d'ailleurs, je veille à ce que dans les épisodes, on ne rentre pas trop dans un jargon médical, par exemple, ou en tout cas on l'explique. Bah, écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai posé toutes les questions, que les auditeurs, t'ont envoyées. Merci, d'avoir joué le jeu, Tanguy. Je t'avoue que c'était pas simple de passer, de l'autre côté du micro, exceptionnellement pour ce hors-série. Ce que je te propose éventuellement, c'est que tu nous parles un peu toi de ton activité de vulgarisateur, scientifique, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, et cetera, où notamment un de tes sujets principaux, c'est, de nous faire découvrir un peu l'envers du décor de la biologie médicale. C'est vrai que c'est assez peu connu comme métier et comme domaine. Tu peux nous parler de ça un petit peu? Donc comme toi, comme je l'ai dit, j'ai fait des études de pharmacie, mais moi je me suis plutôt dirigé du coup vers la filière internat, et j'ai choisi de me spécialiser en biologie médicale. Donc je suis actuellement pharmacien biologiste, je travaille en laboratoire, d'analyse médicale. Donc on va faire, tout un tas d'examens, d'analyses médicales pour pouvoir poser des diagnostics. Et donc en faisant mon internat, j'avais vraiment cette envie de vulgariser, ce que j'avais appris au cours de la préparation du concours. Et en parallèle, en fait, j'ai toujours été un grand passionné, d'audiovisuel, de cinéma, de montage vidéo, etc., depuis mon plus jeune âge. Et je me suis dit pourquoi pas joindre mes deux passions, à savoir les sciences et la vidéo, pour créer des vidéos de vulgarisation sur YouTube. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube en 2017, au début de mon internat, et j'ai fait une première vidéo donc sur le ver solitaire, sur le fameux ténia, ce parasite intestinal qui peut vivre dans nos entrailles plus de 20 ans avec nous. Et donc j'ai fait cette première vidéo et j'avais envie qu'elle soit, pour le coup, très visuelle. J'ai pu filmer des spécimens de ténia dans des bocaux directement en salle de TP à la fac. Et donc j'ai posté cette première vidéo et puis j'en ai posté d'autres. Et aujourd'hui, là, je suis à près de 300 000 abonnés sur YouTube. Et puis je suis aussi un peu présent sur TikTok et sur Instagram.
Et donc je fais régulièrement des vidéos sur des sujets auxquels je suis confronté tous les jours au laboratoire. Donc ça peut être les IST, ça peut être le paludisme, les maladies hémato comme les leucémies. Et j'essaie toujours de mettre au centre de mes vidéos de la microscopie. Vraiment, mon but, c'est de montrer la science avec l'image, avec la microscopie. Par exemple, j'ai fait un épisode sur la méningite où je vais montrer des bactéries dans du LCR, dans du liquide céphalorachidien, ou alors je vais montrer les différents globules blancs qu'on peut trouver dans notre corps. J'essaie toujours d'avoir cette dimension très visuelle dans mes vidéos. Ah, mais du coup, ça te fait une grande communauté pour un sujet aussi précis et quand même méconnu pour de la biologie médicale. Et d'ailleurs, on te voit même à la télé maintenant. Ouais, c'est vrai que j'ai pu faire quelques chroniques sur France 5, sur le magazine de la santé, présenté par Marina Carrère d'Ancos. Et ce qui est drôle, c'est que je te parlais de ma première vidéo que j'ai faite sur le ténia 5 ans auparavant. Et finalement, j'ai été invité par le magazine de la santé à présenter du coup une chronique sur le ver solitaire, et j'ai ramené les mêmes spécimens que j'avais filmés quelques années auparavant. Et donc j'ai pu présenter tous mes parasites sur le plateau télé du magazine de la santé, ce qui était assez insolite. En parlant de parasites, je pense que ça t'intéressera, mais le prochain épisode au mois de janvier parlera de paléoparasitologie. Donc c'est l'étude des parasites, mais des parasites assez anciens, qui ont en général quelques milliers, voire dizaines de milliers d'années, et qui permettent, par leur étude, d'en savoir un peu plus sur l'histoire de nos ancêtres. Voilà. Et tu sais de quelles espèces vous allez parler ? Principalement de vers, donc ça va t'intéresser particulièrement. Ah, génial. Mais j'ai hâte d'écouter ça en tout cas. Ce que je te propose, avant de conclure, c'est de répondre à la question rituelle de la podcast, puisque j'ai quand même un invité dans cet épisode hors série. On va pas y échapper. L'idée, c'est de constituer au fil de l'eau, au fil des invités, un cabinet de curiosité, en me laissant un objet, une anecdote, pourquoi pas un ouvrage, etc., en lien avec l'histoire de la santé d'une manière générale. Alors, quel est l'objet que tu as choisi de me laisser dans l'épisode ? Et on en fera une petite pastille audio pour la podcast. Bah moi évidemment ça va être un vieux microscope. Moi d'ailleurs j'en ai récupéré un récemment sur Le Bon Coin, un magnifique microscope. Bon malheureusement il fonctionne plus, je peux pas observer de l'âme avec. Mais si t'es observateur dans mes vidéos, parfois je l'utilise pour certains décors. Je l'ai même utilisé pour une vidéo sur le paludisme où je retrace l'histoire justement de la découverte du paludisme par Alphonse Lavéran. À l'époque on comprenait pas pourquoi les soldats qui étaient en opération extérieure en Afrique notamment revenaient avec une fièvre importante, et donc Alphonse Lavéran, qui était médecin militaire français, a eu l'idée d'observer le sang de ces soldats au microscope, et c'est là qu'il a découvert le parasite intracellulaire, donc au sein des globules rouges. C'est pour ça que cet objet-là, il est emblématique pour moi. J'aime bien dire sur ma chaîne YouTube que je présente mon univers à travers l'objectif de mon microscope et de ma caméra, quoi. Pour moi, c'est un peu deux univers qui se recoupent, l'univers de l'optique, des objectifs, des caméras. Pour moi, c'est l'objet qui fait vraiment du sens. Eh bien, c'est un super objet qu'on rajoute dans le cabinet de curiosité de la podcast. Merci Tanguy. Encore merci pour ta participation dans ce hors-série. Alors pour découvrir le travail de Tanguy, rendez-vous sur sa chaîne YouTube, sur ses réseaux sociaux. Je vous mets dans tous les cas tous les liens qui vont bien dans la description de cet épisode. Vous pouvez également suivre l'actualité de la podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais également X, Facebook, Blue Sky. Et si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à la newsletter mensuelle. Et pour cela, rendez-vous sur le site internet apoticast.fr pour vous inscrire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la saison 2 et pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. À très bientôt!